Adama Inas, la situation pour l'heure reste vague de votre côté. Mais je me souviens que hier soir encore, nous en parlions en off. L'interpellation, entre autres, de l'ancien patron de la gendarmerie nationale aujourd'hui suscite certaines interrogations. Et nous avons puisé certaines informations à bonne source qui nous poussent à croire effectivement qu'il s'agirait d'une éventuelle tentative de déstabilisation en préparation qui repoussait justement les autorités à interpeller certains proches. Et on évoque entre autres les proches de l'ancien président de la transition, le capitaine, ou du moins le lieutenant, celui qui était considéré comme le lieutenant-colonel, mais aujourd'hui, il s'agit bel et bien de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Alors, qu'en est-il pour vous qui êtes sur le terrain? Quels sont les derniers développements en rapport justement avec cette information, Adama Inas? Est-ce que vous nous recevez à Dabaïnas en parlant justement de l'interpellation de l'ancien patron de la gendarmerie nationale? On parle bien sûr du lieutenant-colonel Evrad Sonda, selon les premières tendances qui se dégagent, impliqué dans cette tentative de déstabilisation. Pour l'heure, aucune communication officielle à Dabaïnas n'a été faite justement par les autorités burkinabées, c'est-à-dire les autorités de votre pays, mais on évoque beaucoup plus l'implication des proches de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Qu'en est-il pour vous qui êtes sur place à Damaïnas? Oui, j'espère que maintenant vous me recevez. Vous me recevez? Damaïnas, nous vous recevons 5 sur 5. Merci. Donc, je disais, permettez-moi d'abord de remercier vraiment le professionnalisme de nos services de renseignement qui, depuis un bon bout de temps, arrive à déjouer assez de coups d'État à l'encontre du capitaine Ibrahim Traoré, et aussi de remercier la population qui est à pied d'œuvre avec la veille citoyenne pour vraiment empêcher cette déstabilisation. Il faut noter que depuis le 27 décembre déjà, il y avait des premières alertes qui annonçaient une déstabilisation avant la fin de l'année pour ne pas permettre au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré de cheminer vers la révolution qu'il a entamée. Et tout récemment, vous savez, pourquoi nous désignons beaucoup, comment dirais-je, le lieutenant-colonel Damiba. Déjà, le 14 janvier, il avait fait exfiltrer sa famille via une compagnie aérienne privée. Et au-delà de cela, parmi les interpellés, il y a son garde du corps rapproché et son chargé de mission qui aussi font partie des personnes arrêtées. Et également, l'audio qui a fuité par rapport à cette question de déstabilisation où l'oncle maternel du colonel Damiba affirmait que lui, il avait pu identifier comment dirais-je, les domiciles du président, et il avait même désigné où le président aimait plus passer la nuit, et il avait prévu au plus tard le dimanche passé, à côté le 14, que l'opération devait s'effectuer. Donc, pour dire qu'il y a beaucoup d'autres audios, il y a beaucoup d'autres appels interceptés de même nature qui ont permis quand même de mettre la main sur certains éléments. Et jusqu'à hier, nous avons certaines informations, certains noms. Euh, Loin de nous l'idée de vouloir vraiment dénigrer nos militaires qui arrivent à abattre un travail très formidable qui redonne à la population sa fierté d'être burkinabé, qui montre à la face du monde entier que le Burkina Faso a des militaires vraiment professionnels, patriotes et engagés pour la défense de leur territoire. Mais il y a quelques-uns quand même qui sortent du lot, qui ne voient pas l'avenir du pays de l'œil du peuple. Quelques-uns dont on a ramassé les noms sur certains médias. On parle du lieutenant-colonel Sanou Suleiman de l'état-major de l'armée de terre, le lieutenant-colonel Sonda Evra qui avait été vraiment le chef d'état-major de la gendarmerie. Et lui-même, il y a eu un moment où il avait tenu une rencontre avec la gendarmerie et en les incitant vraiment à certaines actions. Alors,
Vous savez, les victoires de l'armée, quand on dit l'armée pour le commun des mortels, quand on dit l'armée, c'est la gendarmerie, c'est la police, c'est les bérets rouges, c'est l'armée de l'air. Donc, les différentes victoires, le colonel Somda ne trouvait pas que la gendarmerie était concernée. Pourtant, le peuple ne fait pas de différence entre gendarmes, militaires, policiers. Et il avait tenu un discours devant ces éléments qui a conduit à sa destitution de chef d'état-major. Et finalement, on se rend compte aujourd'hui qu'il a été interpellé par rapport à cette déstabilisation. Donc, des informations avec les civils quand même qui se sont lancés aussi dans cette déstabilisation, qui ont été arrêtés. Les investigations se poursuivent et jusque-là, la population également, en tout cas chaque soir, se met dans les points stratégiques des différentes villes pour dénoncer les mouvements suspects et même essayer aussi de contrecarrer tout mouvement suspect qui va s'organiser à l'encontre de la transition. Voici un peu ce qu'il y a jusqu'aux dernières informations d'hier soir, ce que nous avons par rapport à cette question de déstabilisation. Et engagés, en tout cas, nous nous battons nuit et jour pour essayer de contrecarrer tout mouvement suspect, tout mouvement de convoi d'armement qui n'est pas de nos autorités, qui n'est pas de notre armée. S'il le faut, le peuple se mettra devant ces cargaisons pour ne pas les permettre d'atteindre leur objectif. Vous parlez de l'implication de certains éléments des forces de défense et de sécurité à Daba-Inas. On se pose la question, en prenant le cas spécifique, celui du lieutenant-colonel Evrad Somda, comment est-il tombé en disgrâce pour celui qui hier encore était considéré comme le patron de la gendarmerie nationale? Comment on en arrive là? Alors, ou du moins, quelles sont les motivations qui sont avancées aujourd'hui, évoquant entre autres l'implication des proches de Paul-Henri Sandaogo Dabiba, l'ancien président de la transition du Burkina Faso? Nul ne saurait le dire exactement si ce n'est que les intéressés eux-mêmes, mais de manière récurrente, nous nous rendons compte que bon nombre de ceux qui ont tenté d'aller à l'encontre de la transition, ou je dirais plutôt d'aller à l'encontre du choix du peuple, c'est plutôt les anciens dignitaires. Si vous voyez les proches de Damiba, on dirait que ce sont les anciens dignitaires et qui avait certains privilèges quand même avec ce monsieur quand il était au pouvoir. Et le plus souvent également, il ne faut pas oublier que l'impérialiste a toujours utilisé ceux qui sont avides du pouvoir, ceux qui sont de la richesse ou ceux qui sont avides d'argent, de la belle vie et de la fortune. On a su user de cette habilité et de trouver des pieds à amener ces gens-là à aller contre leur peuple. C'est-à-dire les intérêts personnels, les intérêts égoïstes, peut-être qui poussent ces éléments-là à aller à l'encontre du choix du peuple. Sinon, la vraie raison, il faudrait que ce soit les intéressés eux-mêmes qui puissent s'identifier du moment qu'ils sont aux mains des autorités. Je pense que lors de leur procès, ils pourront se justifier et je pense que ça n'a pas de raison, quelle que soit la justification donnée. Le peuple prime sur l'individu et si un agent engagé dans les forces républicaines se détache des idéologies de la République, je pense qu'il n'y a pas, en tout cas, de justificatif valable par rapport à ce genre de situation. De ce décor planté par vous à Daba-Inas. Merci pour ces derniers développements en rapport justement avec l'interpellation du lieutenant-colonel Evrad Somda, l'ancien patron de la gendarmerie nationale, impliqué tout comme des proches de Paul-Henri Sandaogo Dabiba dans cette éventuelle tentative de déstabilisation, car pour l'heure, on préfère rester mesuré sur la question en attendant la communication officielle des autorités. Mais nous n'en sommes pas à la première de ce genre. Du côté du Burkina Faso, Dr Sango, à plusieurs reprises, il a fait l'objet de tentatives de déstabilisation du capitaine Ibrahim Traoré. C'est à croire aujourd'hui que la dynamique impulsée dans ce pays pose pas mal de problèmes à une certaine oligarchie occidentale, peut-être néolibérale. Je pense que c'est un phénomène auquel on devrait s'attendre. C'est un phénomène auquel on devrait s'attendre parce que le type de dynamique que le capitaine Traoré a impulsé ou du moins est en train d'impulser du côté du Burkina Faso n'est pas un combat qui devrait se passer comme une épée dans un cours d'eau. Ce n'est pas un combat qui pouvait, n'est-ce pas, rester sans soulever des problèmes parce que c'est un combat qui s'attaque
aux intérêts étatiques d'un certain nombre de puissances sur le plan international, mais aussi et surtout sur les intérêts des acteurs sur le plan interne, ce que nous appelons souvent les endocolons. Donc à partir de ce moment-là, il était clair ou alors évident de s'y attendre à tous ces soubresauts. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre, n'est-ce pas, cette théorie d'infiltration et de déstabilisation que j'ai souvent l'habitude de convoquer ici, en disant que face à ce combat, à cette bataille de libération du continent africain, ou du moins à cette bataille souverainiste, parce que tous ces combats, que ce soit au Burkina Faso, au Mali et au Niger, tous ces combats reflètent une réalité, c'est la recherche de la souveraineté. Face donc à cette bataille-là, il était clair que les autres acteurs qui ont trouvé à la dépendance du continent africain leur mangeoire devraient travailler pour essayer à leur manière de mettre de côté ce gouvernement qui de plus en plus leur fait du mal. Donc aujourd'hui, lorsqu'on voit cette tentative de coup d'État-là, pour ma part, je pense que c'est une très bonne chose parce que dorénavant, nous sommes en train de voir que Traoré a la capacité, n'est-ce pas, de dénicher ces coups d'État en amont. Ce qui n'était pas le cas en avant. Vous savez que dans les années passées, il était très facile de faire les coups d'État en Afrique, justement parce que les pays africains n'avaient pas encore la capacité technologique, militaire et de renseignement de dénicher ces coups d'État en amont. Donc aujourd'hui, lorsqu'on voit comment ces multiples tentatives de coups d'État-là sont éventrées, sont déjouées, c'est un indicateur qui montre que le président Traoré est dans une très bonne direction. Il est aujourd'hui très bien accompagné en termes de partenariat militaire. Il est aujourd'hui prêt à déstabiliser ses ennemis. Donc aujourd'hui, il faudrait tout simplement que, après avoir déniché ces responsables-là, que le gouvernement Traoré utilise les moyens, n'est-ce pas ici, de répression efficaces pour les punir significativement, à l'effet de dissuader tous les autres Burkinabés qui seraient tentés, n'est-ce pas, à se livrer à ce genre de jeu. Donc aujourd'hui, on voit bel et bien que Damiba, qui a précédé le président Traoré, est aujourd'hui en train d'utiliser, n'est-ce pas, ses connaissances, ses alliés qui sont encore dans l'armée, parce que il faudrait également reconnaître que au sein de cette armée-là, il y a encore les partisans de Damiba, bref, des militaires qui n'ont pas encore épousé totalement la philosophie, n'est-ce pas, directionnelle du président Traoré. Donc, il est important donc aujourd'hui de les ménager, de les identifier et de les converger vers un idéal qui est celui de la défense du pays, qui est celui de la lutte pour la souveraineté du Burkina Faso. Donc, pour sortir, je dirais tout simplement que Damiba est très mal parti. Parce qu'aujourd'hui, on voit que c'était un élément essentiel que les pays occidentaux voulaient utiliser ou alors ont utilisé à l'époque pour essayer de maintenir leur influence sur le sol burkinabé. Mais malheureusement, très vite, le capitaine Traoré avait très vite vu les choses et il a mis de côté. Ce qui est sûr aujourd'hui, monsieur Nguéné, nous sommes dans une position de rapport de force. Mais un rapport de force qui est aujourd'hui déséquilibré parce que on voit que le camp Traoré est un camp qui a aujourd'hui une position de force parce que adossé totalement sur son peuple. Aujourd'hui, on voit que Traoré a le soutien du peuple. Et lorsque vous avez le soutien du peuple dans ce genre de conflit, dans ce genre de bataille, c'est un élément de plus qui vous permet, n'est-ce pas, de vous prémunir et de vaincre l'ennemi. Donc, on vient une fois de plus d'éventrer ce coup d'État-là. Il existe encore au Burkina Faso des ennemis de la nation. Il est donc important qu'à travers donc la technologie militaire que regorge aujourd'hui le gouvernement du Burkina Faso, qu'on identifie ces ennemis-là et qu'on les punisse sévèrement. Parce que au XXIe siècle, à l'heure actuelle, au moment où le continent africain est en train de vouloir se libérer, on n'a plus besoin des Africains, des endocolons
qui se livreraient, n'est-ce pas, comme des entités instrumentales, n'est-ce pas, pour la domination du continent africain. Donc, pour ma part, je vais tout simplement féliciter le gouvernement de Traoré parce qu'ils ont, n'est-ce pas, une fois de plus, démontré qu'ils sont très bien accompagnés en termes de partenariat militaire et prêts aujourd'hui à débusquer toute tentative de déstabilisation que les pays occidentaux pourraient, n'est-ce pas, concocter contre leur État. Dr Sango, on en a encore parlé tout au moins durant l'année 2023. On a parlé, on a relevé 2 tentatives de déstabilisation à l'endroit justement du capitaine Ibrahim Traoré. Qu'est-ce que cela traduit aujourd'hui? Parce que on parle quand même d'une nouvelle tentative de déstabilisation contre le capitaine Ibé. C'est quoi l'interprétation qui pourrait être faite derrière? Ça devient répétitif et ça sera même permanent. Ça sera permanent tant que les intérêts sur le plan international resteront toujours divergents et antagonistes. Vous voyez bel et bien qu'aujourd'hui, les intérêts du continent occidental, ou du moins des pays occidentaux, restent totalement antagatoires aux intérêts du continent africain. Parce que pour que les pays occidentaux fonctionnent aujourd'hui, pour que les pays occidentaux soient à l'aise économiquement, politiquement et même culturellement, leur élément de fonctionnement est basé en Afrique. Donc, à partir de ce moment-là, l'Afrique ne va pas aussi rester infinitésimalement soumise ou alors livrée à la poudrière des pays occidentaux. Donc, cet antagonisme des intérêts sur le plan international montre qu'en réalité, ce combat-là restera permanent. Parce que chaque camp voudra toujours travailler pour imposer son influence, pour sauvegarder ses intérêts. C'est en cela que nous disons souvent que la lutte contre le terrorisme, la lutte contre, n'est-ce pas, l'insécurité n'est pas un processus, n'est pas un terminus. D'accord? Il ne faudrait pas que les États, les chefs d'État à la tête des États en Afrique et même dans le monde pensent qu'on peut vaincre le terrorisme définitivement. Non! La lutte contre le terrorisme reste un processus. C'est un processus dans lequel on s'inscrit. C'est un leitmotiv de tous les jours. Donc, à partir de ce moment, il faudrait que les États africains intègrent cette réalité-là et comprennent que chaque jour, ils doivent multiplier leurs capacités militaires. Ils doivent entretenir leur technologie militaire pour éventrer, n'est-ce pas, ici, hein, les velléités de déstabilisation des pays occidentaux. Parce que ce qui est sûr, les autres travaillent pour ça. Lorsque vous voyez les programmes scientifiques au niveau des pays occidentaux, tous ces programmes, tous ces laboratoires, toutes ces universités travaillent pour que l'Europe soit toujours au-dessus de l'Afrique. Donc, il est important que les États africains intègrent aussi cette réalité-là et se mettent à travailler dans ce sens-là pour que demain après demain, on trouve aussi des solutions capables de positionner l'Afrique sur le plan international ou du moins de faire de l'Afrique un pôle qui pourra, n'est-ce pas, ici faire face aux tentatives de déstabilisation des pays occidentaux. C'est en cela que nous devons aujourd'hui nous acheminer. Donc, Traoré aujourd'hui est dans une très bonne dimension, dans une très bonne dynamique. Oui. Il faudrait tout simplement que les universitaires que nous sommes, les journalistes que vous êtes, les Africains, quel que soit leur profil, travaillent pour mettre à la disposition de l'Afrique la bonne information, le bon outil, le bon élément capable de faire de l'Afrique une puissance sur le plan international. Merci à vous, Dr Sango. Adama Inas, vous avez évoqué l'existence de certains audios. Vous parlez des audios qui revenaient justement sur ce plan de déstabilisation étalé sur, je ne sais pas trop, 3 jours. On parle du 13, les 13, 14, voire 15 décembre 2023. Vous parlez justement de l'existence de ces audios avec l'implication des proches de l'ancien président de la transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Est-ce à dire qu'au regard de la situation aujourd'hui, il y aurait une franche partie de l'armée des forces de défense et de sécurité qui soit restée fidèle à Paul-Henri Sandaogo Damiba, malgré justement tout ce qui est impulsé sur le terrain par le capitaine Ibrahim Traoré?
Ce que nous voyons aujourd'hui, il faut dire que l'armée est beaucoup plus soudée aujourd'hui qu'avant. C'est comme ce que j'ai dit dans ma précédente intervention, ce n'est que quelques éléments avides des privilèges qu'ils avaient avant, qui peut-être sont en train de vouloir recruter ou mener certains éléments de l'armée. Sinon, quand vous voyez les actions de nos éléments sur le terrain, et souvent même en partant dans les campagnes, comme nous bougeons un peu, si vous les rencontrez en train d'aller sur le terrain, vous savez qu'il y a de l'engouement, il y a de la mobilisation, il y a de la motivation et il y a de quoi vraiment être fier de cette armée qui est de plus en plus professionnelle et qui nous donne cette fierté que nous avons une armée compétente et vraiment avec des hommes engagés et déterminés pour leur nation. Les cas qu'on vient de découvrir dans ces situations de déstabilisation ne sont que des cas isolés, ceux qui sont avides des privilèges, ceux qui ne veulent pas vraiment se détacher d'un ancien système. Sinon, pour dire que l'armée est toujours fidèle au colonel Damiba, je ne dirais même pas que l'armée était à un temps soit peu avec le colonel Damiba, puisque vous vous rappelez de l'intervention du président à un certain moment où on intimait l'ordre aux militaires de ne pas quitter leur camp, d'arrêter les actions cinétiques à l'encontre des terroristes, alors qu'en ce moment, le lieutenant-colonel Damiba était un commandant d'une région militaire, donc pour dire que l'ordre venait d'eux et eux aussi les recevaient de manière hiérarchique à leur niveau. Donc pour dire que ces ordres qui empêchaient les hommes d'aller prouver leurs compétences sur le terrain, d'aller montrer à leur peuple qu'ils sont capables d'affronter ces ennemis-là, n'ont jamais été avec ce type de dirigeants. Mais malheureusement, nous avons quelques éléments quand même qui ne veulent pas se défaire de leurs colons, qui préfèrent toujours être le nègre de salon que d'être l'homme libre dans la nature. Je pense que c'est eux qui sont toujours à la manœuvre avec l'accompagnement des impérialistes. Dama, avons-nous, ou du moins avez-vous des précisions sur le lieu exact où se trouverait justement Paul-Henri Sandaogo Damiba? Aux dernières nouvelles, il avait réussi à sortir du pays au mois de septembre 2022, après justement l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré. Il aurait été, il se serait rendu du côté de Lomé au Togo. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez plus de précisions sur le lieu exact où se trouverait Paul-Henri Sandaogo Damiba? Nous n'avons pas avec certitude son lieu en tout cas là où il se trouve, mais ce qui nous laisse croire qu'il se trouve au Togo est que tout récemment, je disais le 14 janvier, il a fait exfiltrer sa famille proche, c'est-à-dire madame, les enfants, vers le Togo via une compagnie aérienne privée. Donc, ce qui nous laisse vraiment croire qu'il se trouve à Lomé, en train de préparer tous ses coups. Et donc, nous interpellons également les autorités togolaises de ne pas laisser un individu déstabiliser un pays voisin, soit disant qu'il est exfiltré ou autre. En tout cas, de relations État à État, nous invitons les Togolais également à prendre leurs responsabilités et à ne pas laisser vraiment des nids de déstabilisateurs se former à leur niveau. Certainement, avant de sortir sur le sujet en question, dire un mot tout de même sur cette nouvelle tentative de déstabilisation qui n'en est pas la première du genre. Ça en fait déjà trop à Damaïnas à chaque fois. On en veut au capitaine Ibrahim Traoré en chaque fois. On parle de l'implication de certains éléments des forces de défense et de sécurité. À chaque fois, on revient en se disant le capitaine Ibrahim Traoré a tenté d'être renversé. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le cas précis? Pour le docteur Sango, ça va se poursuivre au regard justement de la dynamique qui est impulsée dans votre pays. Mais pour vous qui êtes sur place, quelle est la lecture que vous faites de cette nouvelle tentative de déstabilisation? Oui, il faut noter que parmi les États africains en matière de coup d'État, le Burkina Faso est quand même parmi les premiers à perpétrer des coups d'État réussis. Donc, pour dire que la vie politique même du Burkina est entresemée de coups d'État et je pense que le plus sanglant
des coups d'État a été celui du capitaine Thomas Sankara. Et je pense que les impérialistes ont pu en ce moment diviser et les dirigeants de la révolution en son temps et aussi la population, puisqu'en ce moment, il n'y avait pas de matériel de communication à part RFI et la radio nationale. Et même la radio nationale se basait sur les informations de RFI pour informer le peuple. Mais aujourd'hui, ce qui fait que ça ne peut pas se reproduire. Le peuple est conscient du fait que les impérialistes sont prêts à tout pour faire tomber cette transition révolutionnaire et que le peuple adhère. Donc, en ce moment, le peuple est à pied d'œuvre pour, comme je l'ai dit, la dénonciation de tout mouvement suspect, mais aussi, il faut noter que nos services de renseignement ont acquis de nouvelles capacités et sont devenus encore plus professionnels avec le patriotisme aussi qui s'ajoute à la danse. Ça fait qu'aujourd'hui, quel que soit ce qu'ils sont en train de préparer, la transition arrive à déjouer ces coups d'État. C'est vrai, la population même demande à ce qu'on mette à disposition tous ces, je dirais, les apatrides qui cherchent à déstabiliser cette transition. Mais malheureusement, ou dirais-je, heureusement également, puisque c'est stratégique, les autorités actuelles préfèrent les livrer à la justice que de les livrer à la vindicte populaire. Sinon, le peuple demande à ce qu'on les livre et que le peuple en fasse ce qu'il pense bien de le faire. Mais bon, comme il y a des institutions, en tout cas étatiques, qui sont habilitées à ce traitement, les autorités préfèrent les remettre là-bas et essayer de voir ce qui peut sortir en fonction de la loi. Mais je pense qu'à partir d'un certain moment, quand ça sera de trop, le peuple va prendre sa responsabilité. Nous ne savons pas pour le moment ce que le peuple va décider, parce que les questions de masse, il faut être beaucoup prudent, mais je pense que avec les écoutes des uns et des autres dans les causeries, on se rend compte que le peuple est remonté contre ces genres de personnes qui ne cherchent autre que leur propre intérêt. Mais dans l'ensemble, le peuple demande à ce qu'on leur remette ces traites-là pour qu'on puisse les traiter avec efficacité. Mais nous faisons aussi confiance aux instances qui sont habilitées à ce genre de traitement. Donc, nous attendons de voir ce que les autorités vont faire de manière officielle. Une enquête d'ailleurs qui a été diligentée afin bien sûr d'établir clairement les responsabilités autour de cette nouvelle tentative de déstabilisation qui impliquerait entre autres les proches de l'ancien président du Burkina Faso, ancien président de la transition, Paul-Henri Sandaogo Dabiba, aux côtés bien sûr d'un certain lieutenant-colonel Evrad Somda. Alors Adama, peut-être pour sortir définitivement avant de retrouver le docteur Sango, dire un mot sur cet entretien du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, avec notamment le personnel de la présidence au sujet du matériel récemment acquis pour le développement de la guerre dans votre pays. Oui, bien avant, le président a d'abord remis symboliquement les clés des blindés, en tout cas du matériel vraiment de dernière génération au ministre de la Défense. Et dans son discours, il lui a fait comprendre que c'est maintenant qu'il faut en tout cas entamer le développement de la guerre. Depuis sa prise du pouvoir jusqu'à plus d'1 an, il disait que c'était toujours l'introduction parce qu'il est en train de préparer vraiment une guerre qui sera très efficace et qui libérera le Burkina. Donc, c'est maintenant, il a demandé au ministre de la Défense de voir comment développer, de développer plutôt, pas voir comment développer, mais de développer la guerre puisque d'autres matériels sont en cours de route et que l'année 2024, c'est vraiment l'acquisition stratégique de matériel militaire de dernière génération pour finir avec cette question de terrorisme. C'est après cela que, à la montée des couleurs le lundi hier, il a échangé avec son personnel et a souligné certains mots qui se trouvent au sein de la société, au niveau de l'administration, et il a intimé, en tout cas au personnel de la présidence, d'être l'exemple de la vision, en tout cas montrer l'exemple que le président a comme vision par rapport au redressement de la situation du pays. Donc, il n'a pas, en tout cas, hésité de revenir sur l'acquisition du matériel, la contribution de la population vraiment de manière très prompte à accompagner la transition, à acquérir du matériel qu'on n'avait pas avant et aussi à interpeller les travailleurs de l'administration à être au service du peuple et que le peuple soit fier de son administration et que le peuple se sente un avec son administration.
Donc, il a également essayé de toucher certains domaines économiques où, par exemple, au niveau des entreprises, les placements, les entreprises de recrutement, ceux qui font les placements d'argent, il a essayé aussi de toucher ce domaine-là pour, en fait, essayer de nettoyer tout type d'esclavage de l'homme par l'homme, d'abord en commençant par nous-mêmes et ensuite en essayant aussi de mettre hors jeu les impérialistes, puisque tous ces systèmes viennent de l'impérialisme. Donc, l'impérialisme endogène, il est en tout cas revenu sur ce volet-là. Et ce discours, nous qui l'avons écouté, nous amène aussi dans nos différents services à être de plus en plus intègres, ceux qui l'étaient avant d'être encore plus intègres et ceux qui ne le sont pas, de chercher vraiment à être sur la dynamique de la révolution et que pour terminer, il a dit que cette révolution doit marcher maintenant. Si pour Thomas Sankara a échoué, notre génération ne doit pas échouer notre révolution. Et pour terminer, il est encore revenu sur la devise du Burkina, la patrie ou la mort nous vaincrons. Ce n'est pas un simple slogan, c'est un mode de vie, c'est un engagement et c'est une détermination. Voici de manière ramassée ce que le président, en tout cas, a pu véhiculer avec son personnel et de manière indirecte avec tout son peuple. Déstabilisation qui visiblement n'a donc pas ébranlé la confiance du peuple envers notamment ses autorités, parlant du capitaine Ibrahim Traoré, le gouvernement de transition ainsi que ses proches collaborateurs. Dr Sango, pour sortir, les principaux enseignements à tirer. Vous avez parlé peut-être d'une main cachée une fois de plus, revenant justement sur peut-être l'implication des pays occidentaux qui ne seraient pas tout du moins satisfait ou du moins d'accord avec la rupture marquée justement par le gouvernement en place du côté du Burkina Faso. Mais pour nos pays africains, pour nos dirigeants africains aujourd'hui, on doit tout de même tirer les principaux enseignements de ce qui se passe du côté du Burkina Faso, mais de façon beaucoup plus générale dans cet espace du Liptako Gourma, en mettant beaucoup plus en avant, parlant de l'acquisition de ce nouveau matériel de guerre du côté de Burkina Faso, en le mettant en parallèle et en se disant que clairement aujourd'hui, c'est grâce à la coopération qui se dégage avec des pays stratégiques qui pousse certains pays comme le Burkina Faso à démanteler ce réseau de forces de défense et de sécurité, ce réseau des éléments des forces de défense et de sécurité qui se serait entre autres fourvoyé dans un plan, entre autres, dans ce plan de déstabilisation. C'est aussi grâce à cette coopération stratégique aujourd'hui que le Burkina Faso réussit entre autres à afficher de bons résultats sur le plan militaire, mais surtout en termes de renseignement. Dr Sango. Ce qui est sûr, Monsieur Nguéné, il y aura toujours la main invisible. Et cette main invisible ne va pas s'arrêter. Mais le défi donc des gouvernants, c'est, n'est-ce pas, d'avoir la capacité à dénicher cette main invisible-là, avoir la capacité, n'est-ce pas, à rendre, n'est-ce pas, ici moins nuisible cette main invisible. Et c'est en cela que nous devons apprendre à tirer des leçons sur ce genre de situation et fondamentalement sur cet idéal type d'analyse que nous livre aujourd'hui le gouvernement du Burkina Faso. La première leçon qu'on doit attirer, c'est quoi? C'est que en réalité, s'il y a une chose qui doit caractériser une armée, c'est son homogénéité en termes de vision. On ne doit pas parler des fractions dans une armée. On ne doit pas parler des camps. On ne doit pas parler, n'est-ce pas ici, des partisans de ceci, des partisans de cela. Une armée doit s'homogénéiser autour de sa vision, qui n'est rien d'autre que la défense de l'État et sa sécurité. Si vous avez une armée qui n'est pas convergée vers cette action-là, c'est une armée à problème. Et vous allez donc vous rendre compte que l'armée du Burkina Faso, comme plusieurs armées africaines, n'arrive pas à intégrer cette caractéristique-là. Si vous prenez les armées au niveau des pays africains, vous allez vous rendre compte qu'il existe encore et encore des fractions au sein de cette armée-là où certains vont décider d'obéir à certains patrons et d'autres à certains autres patrons. Or, le seul patron envers qui l'armée doit obéir, c'est l'État. Et qui représente l'État du point de vue fonctionnaliste, c'est le président de la République. Donc, le défi du président Traoré aujourd'hui, c'est de
continuer, n'est-ce pas, dans ce projet d'unification de l'armée. Vous convenez avec moi que il a pris l'armée étant divisée. Il a pris l'armée n'était pas unie. Et Damiba n'arrivait pas à satisfaire les desiderata de l'armée. Donc, c'est déjà quelque chose qu'il a déjà fait. On voit qu'il a fait des efforts pour essayer de ramener cette armée-là vers leur mission essentielle, qui est la défense et la sécurité. Il est important qu'il continue davantage pour que cette armée-là soit unie et orientée vers le seul projet qui est la défense de la patrie. Le militaire. Il y a toujours des brebis galeuses, docteur Sango. C'est ça le véritable problème aujourd'hui, parce que peu importe les dynamiques qui sont impulsées, on a l'impression qu'il y a des brebis galeuses qui ne semblent pas, entre autres, en adéquation, qui ne se mettent pas sur le même piédestal, parlant justement de cette dynamique du côté du Burkina Faso. Oui, il y a des brebis galeuses. Alors c'est une façon de dire qu'il y en aura toujours. Oui, il faudrait tout simplement que le gouvernement ou le président Traoré travaille pour les réduire significativement, pour les rendre, n'est-ce pas, moins nuisibles, pour ne pas faire en sorte qu'ils aient toujours cette capacité à mettre en difficulté l'État. Donc, une autre leçon qu'on peut encore relever pour sortir là-dessus, c'est la capacité des États africains à faire dans la prospective. Dans la prospective, parce que la lutte contre le terrorisme n'est pas seulement quelque chose qu'on doit faire de manière réactionnaire. Vous ne devez pas seulement attendre qu'on vous frappe pour réagir. Vous pouvez aussi agir en amont. Agir en amont signifie, n'est-ce pas, signifie quoi? Signifie que les pays africains, n'est-ce pas ici, renforcent leurs renseignements sur le plan international et sur le plan diplomatique. J'ai envie de parler, n'est-ce pas ici, des bases arrières et des pays voisins qui entourent le Burkina Faso. Vous allez vous rendre compte qu'en réalité, ce genre de déstabilisation utilise généralement ce couloir de base arrière pour frapper. Aujourd'hui, on est en train de subordorer de plus en plus sur un pays qu'on appelle le Togo. Le Togo n'est pas le seul pays. Il y a encore d'autres pays qui ne voient pas en bien ce qui est en train de se passer au Burkina Faso. Il faudrait donc que les gouvernements qui ont décidé d'adosser une trajectoire souverainiste travaillent pour dénicher ses ennemis à l'international. Question, n'est-ce pas, de les empêcher de venir frapper ou de venir briser la dynamique de développement qu'ils sont en train d'impulser au sein de leurs différents États. Merci à vous. Pour sortir, Adama Inas, qu'en est-il de la mobilisation du peuple autour justement des autorités de la transition, parlant justement de cette nouvelle velléité de déstabilisation de votre côté? C'est un peuple de plus en plus uni, c'est-à-dire c'est une nouvelle tentative qui réaffirme entre autres le soutien que vous affichez vis-à-vis notamment de la transition de votre pays? Une chose dont nous sommes sûrs est que en matière de transition, il n'y aura pas de divergence dans le peuple, à part vraiment ce que nous appelons, ceux qui se disent intellectuels qui, comme je l'ai dit, sont toujours accrochés aux anciens privilèges. Sinon, quand on parle de transition ou de sortie pour la défense de la transition, il suffit en tout cas de donner la bonne information concernant le danger de l'heure et vous verrez à la seconde qui suit, la population remplit les artères des différentes villes. Donc, pour dire que au-delà de la contribution financière, au-delà du sacrifice que le peuple consent, et le peuple est prêt également à donner sa poitrine, à être un rempart pour la protection des autorités de cette transition. La preuve en est que le 29, le 30, le 31, le 1er jusqu'au 10, nous avons été, en tout cas, dans les différents sillons de la ville, nuit comme jour, pour ceux qui ne sont pas de la fonction publique et qui ont un petit temps dans la journée et ils viennent, en tout cas, dans ces coins-là pour réaliser la veille citoyenne. Et la nuit, ceux qui sont de la fonction publique et d'autres jeunes se mettent, en tout cas, en veille pour être vigilants autour de tout mouvement suspect dans la ville. Et je pense que tout dernièrement également, dès que nous avons appris à partir du 12-13 qu'il y a un coup qui se prépare,
le peuple est sorti pour barricader en tout cas les différentes voies et de se mettre en veille et voir ce qui se passe en réalité. Et ce n'est qu'après que nous avons appris que les services de renseignement également ont fait leur travail et ont pu en tout cas mettre hors d'état de nuit ces éléments-là. Donc, il faut noter que la mobilisation de la population, du peuple autour de cette transition est sans faille et je pense que tous ceux-là qui sont en train de se préparer pour les déstabilisations, si on laissait le peuple vraiment agir comme il le faut, à l'heure actuelle, d'autres auraient déjà quitté le pays ou alors en tout cas auraient mis leur famille en danger. Mais seulement, il faut vraiment remercier le leadership du capitaine Ibrahim Traoré qui travaille de manière, en tout cas, je vais dire, réglementaire en fonction de la loi et ne laisse pas, en tout cas, le peuple aller à la dérive en protégeant et la transition et le peuple. Et en retour, le peuple aussi cherche à protéger la transition et à protéger son capitaine. Dans cette dynamique, je pense que la transition, c'est pour le peuple burkinabé et non vraiment seulement pour le capitaine. Il a été choisi pour notre leader et nous n'allons pas accepter qu'il fasse demi-tour. Et derrière, nous allons le pousser où il faut aller et le Burkina se portera mieux avec sa direction. Adama Inat pour toutes ces précisions autour justement de l'interpellation de l'ancien patron de la gendarmerie nationale du côté du Burkina Faso. On parle du lieutenant-colonel Evrad Somda, parlant justement de l'implication également de certains proches de l'ancien président de la transition pour Henri Sandaogo Dabiba dans cette tentative nouvelle du genre. Tentative de déstabilisation, parlant justement du capitaine Ibrahim Traoré, une fois de plus dans le viseur. Ce qu'il faudrait retenir, c'est que, en dépit justement de toutes ces velléités, les autorités, elles, restent droites dans leurs bottes, déterminées plus que jamais à affirmer, à marquer surtout cette rupture avec notamment cette forme d'oligarchie occidentale aujourd'hui et à réaffirmer cette souveraineté sur le plan politique, militaire, économique. Bref, les autorités, elles, restent donc déterminées à mener ce combat jusqu'au bout. C'est ce que nous retenons au terme donc de ces précisions que vous apportez, parlant des derniers développements en date sur ce plan de déstabilisation établi sur 3 jours, les 13, 14, voire 15 janvier 2024. Ce qui nous pousse directement à prendre la deuxième thématique de ce matin, un rapport Dr Sango avec la... N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.